La Chine vient de mettre au point un verre à soie capable de produire un matériau plus résistant que l'acier. Ces verres à soie modifiés produisent d'une fibre 6 fois plus résistante que le Kevlar, le même matériau utilisé dans les gilets pare-balles. Pour donner un ordre de grandeur, un fil de la largeur d'un crayon pourrait supporter le poids d'un autobus scolaire plein à craquer. Vous avez bien entendu un fil plus fin que tout ce que vous avez jamais tenu entre vos mains, suffisamment résistant pour arrêter un véhicule net. Ce que des scientifiques viennent de réaliser dans un laboratoire chinois est une percée majeure qui discrètement change la donne. Pour comprendre comment ils y sont parvenus, il faut remonter 5 ans en arrière, là où cette histoire a véritablement commencé, le fil conducteur ancestral. Imaginez-vous dans la Chine antique, pas en ville, pas près d'un palais. Vous vous tenez dans un jardin sous un mûrier blanc à observer quelque chose de si petit que vous manquez presque de le remarquer. Une chenille pas plus longue que votre pouce accomplit une chose que l'humanité mettra des milliers d'années à comprendre pleinement. Elle tisse sa toile, et pas n'importe comment. Elle produit un fil continu s'enroulant dans un cocon qu'elle a elle-même tissé. Et ce filament d'une finesse incroyable, c'est de la soie. L'une des matières naturelles les plus remarquables jamais produites sur cette planète. Pendant plus de 5 ans, la soie a servi de monnaie d'échange. Les empereurs gardaient jalousement le secret de sa fabrication. Révéler à un étranger le procédé de fabrication de la soie était passible de la peine de mort. Des routes commerciales entières traversant des milliers de kilomètres de terrains accidentés furent donc construites uniquement pour acheminer cette matière première d'est en ouest. La route de la soie ne tire pas son nom d'une personne ou d'un lieu, mais d'un fil. Et c'est ce qui justifiait tout cela, le secret qui l'entourait les guerres, les milliers de kilomètres de routes périlleuses. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était aussi sa résistance. D'une résistance remarquable pour un matériau si léger. À poids égal, un fil de soie naturel est plus résistant que la plupart des métaux. Il résiste à la déchirure. Il absorbe l'énergie. Il possède des propriétés que personne n'a pleinement comprises pendant des siècles. Mais la soie naturelle aussi extraordinaire soit-elle à ses limites. La résistance qu'un verre à soie peut concentrer dans un fil est limitée. Et pendant très longtemps, les scientifiques ont considéré cette limite comme infranchissable. Mais cette limite n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que personne n'avait songé à observer le processus naturel de production de la soie et à se poser une question différente. Non pas comment utiliser ce que le verre à soie produit déjà, mais que se passerait-il si nous changions complètement ce qu'il produit? Il faudrait des siècles avant que cette question puisse être posée. Et lorsqu'elle le serait enfin, la réponse viendrait de l'une des créatures les plus improbables de la Terre. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre ce que les scientifiques ont cherché en vain pendant des décennies, le fil impossible. Imaginez-vous dans une forêt juste après le lever du soleil. La lumière filtre à travers les arbres en rasant l'horizon et vous marchez sur quelque chose d'inattendu, une toile d'araignée. Instinctivement, vous reculez en l'essuyant de votre visage et dans cette fraction de seconde de frustration, vous venez d'entrer en contact avec l'un des matériaux les plus résistants du monde naturel, la soie d'araignée. Plus précisément, la soie de traîne, celle qu'une araignée utilise pour construire la structure de sa toile et pour se repousser des surfaces. Les scientifiques savent depuis des décennies que ce matériau est extraordinaire. Un seul fil de soie d'araignée est à poids égal plus résistant que l'acier de haute qualité. Il peut s'étirer jusqu'à 40% de sa longueur avant de se rompre. Il est incroyablement léger, il est naturellement biodégradable et sa robustesse est presque inexplicable. Il absorbe des chocs qui briseraient net des matériaux plus durs. Pendant des décennies, les spécialistes des matériaux ont considéré la soie d'araignée comme le Saint Graal. Si l'on pouvait la produire à grande échelle, si l'on pouvait la fabriquer comme on fabrique le nylon ou le Kevlar, on obtiendrait un matériau capable de révolutionner des secteurs entiers du jour au lendemain. La médecine, la défense, l'aérospatiale, la construction et bien d'autres. Alors ils ont essayé. Pendant des années, ils ont essayé. Mais voici le problème que personne n'a pu résoudre, on ne peut pas élever des araignées à une échelle significative. Les araignées sont territoriales. Elles sont cannibales. Si on en rassemble suffisamment, elles finissent par s'entre-dévorer. L'araignée qui produit la fibre naturelle la plus remarquable au monde est biologiquement incapable d'être élevée comme un ver à soie. Et pour synthétiser artificiellement la soie d'araignée,
Les chercheurs ont passé des décennies à tenter l'expérience en insérant des gènes d'araignées dans des bactéries, des levures et même des chèvres. Oui, des chèvres. Des scientifiques ont réussi à modifier génétiquement des chèvres pour qu'elles produisent des protéines de soie d'araignée dans leur lait. Les résultats étaient prometteurs en laboratoire, mais pratiquement inutilisables à grande échelle. Les protéines étaient instables, la qualité des fibres inconstante et les coûts astronomiques. Chaque approche se heurtait au même obstacle. Le problème ne résidait pas dans les protéines de soie elles-mêmes, mais dans la recherche d'un système biologique capable de les tisser, non seulement de les produire, mais aussi de les assembler en un véritable fil utilisable comme la nature l'a prévu. Et puis quelqu'un a posé la question qui a tout changé, et si ce système existait déjà, et si la solution n'était pas de créer quelque chose de nouveau, mais d'améliorer quelque chose d'ancestral? Car il existait déjà sur Terre une créature qui tissait des fils de soie depuis 5 ans. Une créature que l'humanité savait déjà élever, nourrir et exploiter à grande échelle. Une créature qui possédait déjà l'appareil biologique nécessaire pour transformer les protéines en fibres. Le ver à soie. Et ce qui s'est passé ensuite dans un laboratoire de Shanghai explique pourquoi vous regardez cette vidéo. La mise à jour. Vous êtes dans un laboratoire de recherche de l'université Donghua à Shanghai. Nous sommes récemment. L'équipement qui vous entoure est classique, pas de lumière clignotante. Point de mise en scène digne de la science-fiction. Juste un travail précis et minutieux réalisé à une échelle si infime qu'elle est invisible à l'œil nu. Ici, les scientifiques ne cherchent pas à créer un nouveau matériau de toutes pièces. Ils visent un objectif bien plus ambitieux, modifier le code génétique du ver à soie afin que lorsqu'il tisse son cocon, il produise un matériau totalement inédit. L'outil qu'ils utilisent s'appelle CRISPR-Cas9. Imaginez la paire de ciseaux moléculaires la plus précise jamais conçue. Grâce à CRISPR, les scientifiques peuvent explorer le génome d'un organisme vivant, véritable manuel d'instruction biologique, trouver une section spécifique, la découper et y insérer de nouvelles informations. Non pas au hasard ni approximativement, mais exactement là où ils le souhaitent. L'équipe de Donghua a prélevé les gènes responsables de la production des protéines de la soie d'araignée, plus précisément les protéines MATSP1 et MECSP2 qui confèrent à la soie sa résistance et son élasticité légendaire. Ils ont ensuite inséré ces gènes dans le génome du ver à soie lui-même, impliqué dans la production de soie. Non pas pour remplacer le travail du ver à soie, mais pour l'améliorer. Il s'agit de fusionner l'ADN de la soie d'araignée avec celui du ver à soie d'une manière inédite. Les tentatives précédentes avaient échoué. Des chercheurs avaient déjà tenté d'insérer des gènes d'araignée dans des vers à soie, mais les protéines ne s'étaient jamais correctement intégrées. La soie obtenue était à peine plus résistante. Les protéines d'araignée étaient mal traduites, présentes dans le génome, elles ne s'exprimaient pas correctement. L'équipe de Donghua a résolu ce problème en ciblant le point d'insertion avec une précision extraordinaire. Ils ont inséré les gènes de la soie d'araignée dans le gène de la protéine de soie du ver à soie, trompant ainsi son organisme pour qu'il reconnaisse les protéines de soie d'araignée comme les siennes. Au lieu de lutter contre ces nouvelles instructions, le corps du ver à soie les a intégrés. Et puis, ils ont attendu. Les vers à soie génétiquement modifiés éclosent. Ils grandissent, ils se nourrissent de feuilles de mûrier comme tous les vers à soie depuis 5 ans. Puis, le moment venu, ils commencent à filer. Ce qui sort de leur cocon n'est pas de la soie ordinaire. C'est quelque chose de totalement différent, une fibre hybride mi-ver à soie, mi-araignée. Filée par un être vivant, grâce à des mécanismes biologiques naturels, elle devient un fil inédit. Les résultats ont stupéfié l'équipe de recherche. Mais ce que ces résultats révélaient réellement la véritable signification de ces chiffres, c'est là que cette histoire devient presque incroyable, plus solide que l'acier. Prenez un instant pour bien comprendre ce chiffre. La fibre produite par ces vers à soie génétiquement modifiés présente une résistance 6 fois supérieure à celle du Kevlar. 6 fois plus. Le Kevlar, ce matériau qui arrête les balles. Le matériau utilisé pour tisser les gilets pare-balles des soldats et des policiers du monde entier. Un matériau conçu pour être l'une des fibres synthétiques les plus résistantes jamais fabriquées par l'homme.
6 fois plus résistant. Vous avez bien entendu, un fil biologique tissé par une chenille 6 fois plus résistant que le matériau qui protège les soldats en zone de combat. Mais la ténacité ne se confond pas avec la résistance, et c'est là que la science devient encore plus remarquable. L'acier. L'acier de construction, celui utilisé dans les bâtiments et les ponts, a une résistance à la traction d'environ 58,0 livres par pouce carré. La fibre issue de ces vers à soie génétiquement modifiés à poids égal surpasse l'acier. Ce fil est plus résistant que l'acier, et contrairement à ce dernier, il ne casse pas sous un choc violent. Il s'étire, il absorbe, il répartit la force dans sa structure d'une manière impossible pour les matériaux rigides. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. L'acier est dur. Lorsqu'il cède, la rupture est catastrophique. Il se fissure, il se fracture, il se cisaille. Cette fibre se détériore comme un être vivant progressivement en vous avertissant, en pliant avant de rompre. En termes d'ingénierie, cette différence est fondamentale. Elle est primordiale. Et il existe une autre propriété qui distingue ce matériau de toutes les alternatives synthétiques actuellement disponibles sur le marché. Il est biocompatible. Votre corps ne le rejettera pas. Il ne déclenche pas les réactions immunitaires que provoquent souvent les matériaux synthétiques. Il peut se trouver à l'intérieur d'un être humain dans une plaie près d'un organe intégré au tissu sans provoquer l'inflammation chronique qui fait de la plupart des corps étrangers un problème à long terme. L'acier ne le peut pas, le Kevlar ne le peut pas, le nylon ne le peut pas. Ce matériau, lui, le peut. Et il n'est pas fabriqué dans une usine chimique. Il n'est pas synthétisé par un procédé industriel nécessitant des combustibles fossiles et générant des sous-produits toxiques. Il est produit par le ver à soie, un être vivant qui file un fil comme il l'a toujours fait simplement avec de nouvelles instructions. Mais connaître les possibilités de ce matériau ne représente que la moitié du tableau. Car c'est en s'intéressant à ses applications concrètes que l'on comprend toute l'ampleur de cette avancée. Ce que cela change. Prenons l'exemple du corps humain. Actuellement, lorsqu'ils referment une plaie interne, les chirurgiens utilisent dans des fils de suture pour maintenir les tissus en place pendant la cicatrisation. La plupart des sutures sont soit synthétiques, que le corps tolère, mais n'accepte jamais complètement, soit fabriquées à partir de matériaux biologiques qui se dégradent de façon imprévisible. Une suture fabriquée à partir de cette fibre de soie synthétique serait plus résistante que toutes celles actuellement disponibles. Elle supporterait des contraintes bien plus importantes. Et grâce à sa biocompatibilité, elle s'intégrerait au processus naturel de cicatrisation du corps au lieu de le perturber. Mais allons plus loin. Les tendons. Les tendons de votre genou, de votre épaule, de votre tendon d'Achille, lorsqu'ils se déchirent, les options de réparation sont limitées et la convalescence est extrêmement difficile. Et si les chirurgiens pouvaient remplacer un tendon déchiré par une matrice fibreuse suffisamment résistante pour supporter les contraintes mécaniques d'une articulation humaine suffisamment souple, pour permettre des mouvements naturels et suffisamment biocompatibles pour favoriser la croissance de nouveaux tissus environnants. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain, mais d'une application concrète des possibilités offertes par ce matériau. Passons maintenant du corps humain à l'univers de la défense. Les gilets pare-balles actuels représentent un compromis suffisamment lourd pour ralentir les soldats suffisamment rigides pour restreindre leurs mouvements et pourtant pas assez résistants pour contrer toutes les menaces. Imaginez une armure tissée à partir d'une fibre 6 fois plus résistante que le Kevlar pour un poids bien inférieur. Une armure qui épouse vos mouvements. Une armure si légère qu'un soldat ne la sent même pas, mais suffisamment robuste pour absorber des impacts que les matériaux actuels ne peuvent supporter. Passer de la défense à l'aérospatiale. Chaque kilo retiré d'un aéronef ou d'un engin spatial réduit la consommation de carburant, augmente l'autonomie et améliore les performances. Les matériaux utilisés en ingénierie aérospatiale sont choisis avec une attention obsessionnelle portée au rapport résistance-poids. Une fibre plus résistante que l'acier, mais d'un poids quasi nul, ne représente pas une simple amélioration pour l'industrie aérospatiale. Il s'agit d'une révolution fondamentale dans le champ des possibles. Il y a ensuite l'aspect environnemental qui est peut-être l'application la plus importante bien que discrète. Actuellement, le monde produit chaque année des centaines de millions de tonnes de fibres synthétiques. Nylon, polyester, Kevlar.
Ces matériaux ne se décomposent pas. Ils s'accumulent dans les décharges et les océans. Ils sont fabriqués à partir de produits pétrochimiques. Ils constituent à tous égards un problème environnemental que nous avons ignoré pendant des décennies. Cette fibre de soie est biodégradable. Elle se décompose naturellement. Elle est produite par un organisme vivant qui se nourrit de feuilles. L'intégralité de son processus de production du début à la fin est biologique. Si ce matériau peut être produit à grande échelle en quantité suffisante pour être compétitif sur le marché, il offre quelque chose que l'industrie des fibres synthétiques n'a jamais pu proposer, une résistance sans permanence, une performance sans pollution. Mais rien de tout cela ne se fait automatiquement. Le chemin qui mène d'une percée en laboratoire à un matériau révolutionnaire est plus long, plus difficile et plus incertain que la plupart des gens ne l'imaginent, car des problèmes se dressent entre cette découverte et l'avenir qu'elle promet. Et l'un d'eux est plus important qu'il n'y paraît les obstacles. Voici ce qui ne fait pas les gros titres, ce que les communiqués de presse ont tendance à omettre: les vers à soie génétiquement modifiés existent bel et bien. La fibre est réelle. Les chiffres ont été validés par des pairs. Mais pour l'instant, ces vers à soie produisent cette matière en quantité qui se mesure en grammes. Le marché mondial des fibres optiques se chiffre en millions de tonnes. L'écart entre l'état actuel de cette technologie et le niveau nécessaire pour une application industrielle significative représente un défi d'ingénierie considérable. Il s'agit de l'un des problèmes de transposition d'échelle les plus complexes en sciences des matériaux, car il ne s'agit pas de transposer une réaction chimique, mais un organisme biologique. Or, les organismes biologiques ne se multiplient pas à volonté. Ils possèdent des cycles de croissance et des vulnérabilités aux maladies. Elles requièrent des commandes et conditions spécifiques, une alimentation spécifique et une manipulation spécifique. Chaque variable facile à contrôler en laboratoire devient exponentiellement plus difficile à contrôler à l'échelle d'une usine. Se pose ensuite le problème de l'homogénéité. Les systèmes biologiques naturels varient. Chaque ver à soie est légèrement différent. La fibre produite par un individu peut différer subtilement de celle produite par un autre. Pour les textiles de consommation, cette variabilité est acceptable. Pour une suture chirurgicale qui doit fonctionner de manière identique à chaque fois, ou pour un composant aérospatial où un seul point de défaillance peut être catastrophique, cette variabilité est totalement inacceptable. La résolution de ce problème exige des niveaux de contrôle de la qualité jamais appliqués à un processus de production biologique. Des questions réglementaires se posent également. Il s'agit d'organismes génétiquement modifiés. Dans la plupart des pays, les cadres réglementaires régissant l'approbation, la production et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés. OGM en milieu industriel sont complexes, lents à mettre en œuvre et fortement politisés. La science peut être au point avant la réglementation. Et sur certains marchés, la réglementation risque de ne jamais suivre le rythme. Le coût actuel est prohibitif. 1 gramme de cette fibre produite à l'échelle du laboratoire coûte bien plus cher que ce que peut justifier n'importe quelle application commerciale. Pour réduire ce coût, il faut des investissements importants et soutenus qui ne se concrétisent que lorsqu'un gouvernement ou une grande entreprise décide que le rendement potentiel justifie le risque. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant auquel la plupart des gens ne prêtent pas attention. Car la question de savoir qui résout ces problèmes, qui finance le développement à grande échelle, qui brevette les méthodes de production, qui met en place la première chaîne d'approvisionnement commercial, n'est pas seulement une question scientifique, c'est une question géopolitique. Et la Chine n'attend pas. La stratégie chinoise. Prenons du recul par rapport au laboratoire. Prenons du recul par rapport à la fibre, au ver à soie et aux chiffres de résistance à la traction. Considérons la situation dans son ensemble, car ce qui se passe ici n'est pas seulement une percée scientifique, c'est une manœuvre stratégique. La Chine investit dans la biologie synthétique et les sciences des matériaux avancés avec une ampleur et une concentration que la plupart des pays occidentaux n'ont pas égalées. Le gouvernement a fait de la biotechnologie un pilier fondamental de la compétitivité nationale, non pas une activité académique, mais une priorité économique et militaire. Des fonds sont alloués aux institutions de recherche. Le recrutement des talents est mené de manière intensive.
Le passage de la recherche universitaire à l'application commerciale est considéré comme un enjeu d'infrastructure nationale et non comme une simple opportunité de marché. L'élevage du ver à soie est déjà une industrie profondément ancrée en Chine. Dans certaines régions du pays, la production de soie constitue le pilier économique depuis des générations. L'infrastructure, les exploitations agricoles, les installations de transformation et le savoir-faire existent déjà. La conversion de cette infrastructure à la production de soie artificielle ne représente donc pas un départ de zéro. Il s'agit de moderniser un système existant. Et voici le point qui devrait retenir l'attention du reste du monde, celui qui contrôle la production de matériaux de point de contrôle, les industries qui en dépendent. Les entreprises de défense ont besoin de chaînes d'approvisionnement en matériaux. Les fabricants du secteur aérospatial ont besoin de chaînes d'approvisionnement en matériaux. Les entreprises de dispositifs médicaux ont besoin de chaînes d'approvisionnement en matériaux. Si la Chine est la première à industrialiser la production de fibres de verre à soie modifiées, si les entreprises chinoises détiennent les brevets clés et exploitent les installations essentielles, alors tous les pays et toutes les entreprises qui souhaitent utiliser ce matériau devront s'adresser à elles. Il ne s'agit pas d'un simple jeu de pouvoir hypothétique. C'est ainsi que les matériaux de pointe ont toujours fonctionné. Le pays qui contrôle le matériau contrôle la technologie. Le pays qui contrôle la technologie façonne le siècle. La Chine n'agit pas ainsi par hasard. Et le reste du monde commence seulement à prendre conscience des enjeux. Mais alors même que cette course géopolitique s'accélère, un phénomène bien plus vaste se produit. Quelque chose qui dépasse la Chine, l'acier, les gilets pare-balles et les sutures chirurgicales. Cette avancée majeure témoigne d'un changement de paradigme dans la manière dont l'humanité aborde le problème de la construction. Et lorsqu'on la comprend clairement, elle modifie notre vision de l'avenir. Le ver à soie est le futur. Vous avez construit les choses de la même manière pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Vous extrayez des matériaux du sol. Vous les chauffez, les raffinez, les compressez, les découpez. Vous transformez la matière brute en la forme souhaitée grâce à des procédés qui nécessitent d'énormes quantités d'énergie et génèrent d'énormes quantités de déchets. Acier, aluminium, plastique. Béton. Tout le monde bâti qui vous entoure est le produit de cette approche Extraction, Transformation, Construction. Mais la nature n'a jamais fonctionné ainsi. La nature construit par la croissance. Chaque matière remarquable du monde vivant, os, coquillage, bois, soie, est assemblée de bas en haut. Protéine par protéine, molécule par molécule à température ambiante, grâce uniquement à la lumière du soleil et à la chimie. Ni four, ni raffinerie, ni sous-produits toxiques. Juste la vie. Faire ce que la vie fait et produire des matériaux qui, dans de nombreux cas, surpassent tout ce que les ingénieurs humains ont réussi à fabriquer. Le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer des systèmes biologiques pour résoudre des problèmes d'ingénierie, gagne du terrain depuis des décennies. Les scientifiques ont étudié la façon dont les pattes des geckos adhèrent aux surfaces afin de développer de nouveaux adhésifs. Ils ont étudié les feuilles de lotus pour créer des revêtements hydrofuges. Ils ont étudié la structure osseuse pour concevoir des alliages plus résistants et plus légers. La nature ne cesse de prouver qu'elle est une ingénieure bien plus compétente que nous. Mais ce que l'équipe de Donghua a réalisé avec ses vers à soie dépasse le simple biomimétisme. Ils ne se sont pas contentés d'étudier la nature et de la copier, ils l'ont modifiée. Ils ont puisé dans le code génétique d'un organisme vivant et l'ont amélioré combinant l'infrastructure de production de soie que les vers à soie ont perfectionné au cours de millions d'années d'évolution avec le modèle protéique que les araignées ont développé à leur propre fin. Ils utilisent le vivant lui-même comme plateforme de production. Et cette distinction est capitale, car une fois qu'on admet que les organismes vivants peuvent être programmés pour produire des matériaux de pointe, une fois qu'on dispose des outils nécessaires et de la preuve que cela fonctionne, le ver à soie n'est que le point de départ. Imaginez des bactéries génétiquement modifiées pour produire des fibres structurelles plus résistantes que la fibre de carbone. Imaginez des champignons qui se développent en panneaux isolants aux propriétés thermiques inégalées par les mousses synthétiques. Imaginez des arbres modifiés pour produire du bois ayant la même capacité de charge que des poutres d'acier. Il ne s'agit pas de vaine fantaisie, mais du prolongement logique de ce qui vient de se produire dans ce laboratoire de Shanghai.
Le ver à soie qui tisse sa soie depuis 5-0 ans vient de devenir la preuve de concept d'un nouveau type de production. Une production qui ne creuse pas, ne brûle pas et ne pollue pas. Une production qui se développe, une production vivante. Vous assistez à l'écriture du premier chapitre de cette histoire. Et le fil qui en aide le centre plus léger qu'une plume, plus résistant que l'acier tissé par une chenille, se nourrissant de feuilles de mûrier, est le matériau le plus remarquable sur Terre. Non pas à cause de sa nature, mais à cause de ce qu'il nous révèle sur le champ des possibles.